Ah, OK, ça, même dans une autre langue. C'est pas pire. Ça. OK, voilà. Donc, tu peux y aller, Régent. Ah, Ça OK. reste toujours, ça, là? Pardon? OK. Non, oui. La parole est à toi, Régent. Ah, OK. Merci, Tio Léonie, Nidomba, Alnobasquoi, Sherbrooke. Merci beaucoup encore de faire partie de vous visiter aujourd'hui pour vous parler, vous continuez de vous parler des aspects de l'histoire et de la culture par rapport aux Abénaquis que souvent le monde n'a jamais entendu parler. Mais le lien, quand on parle de guide, l'autre fois j'ai parlé de Théophile Panazzi, mais Théophile Panazzi, c'était un personnage différent d'une manière parce qu'il ne s'occupait pas non seulement d'être guide, mais il était multifonctionnel dans plein de choses. Puis aujourd'hui, ben, la culture, ce que je connais sur ma culture, l'histoire, la langue, etc., ben, c'est grâce à ce personnage légendaire-là. Donc, si on se reporte à la période Odanak, à l'origine, on avait le parc de la Mauricie, c'était la terre, les territoires de chasse des Abénaquis. C'était séparé par famille. Donc, ça partait du fleuve Saint-Laurent à aller quasiment jusqu'à la rivière Métabetchouane, près de Pointe-Bleue. Et puis maintenant, ben, d'après les dernières données, ben, il y a beaucoup de familles, même de Pointe-Bleue. Il y a plus d'Abénaquis à Pointe-Bleue que d'Inuits. Puis là, ben, ça crée un petit peu de vagues dans ce coin-là parce qu'ils disent. Puis on a une famille ici, la famille Gill. J'imagine que c'est de la parenté avec le personnage coloré d'Aurélien Gill qui a été chef de la communauté puis qui s'est démarqué au niveau des droits des Autochtones au Québec. Donc, qui serait parent, ses ancêtres seraient originaires d'Odanak. Donc, un territoire relativement très grand. Ceux qui guidaient là, ben, aujourd'hui, on va parler de 3 personnes principalement. Le plus vieux de ces guides-là, parce que là, il nous en reste sur le nombre de guides, parce que quasiment dans chaque famille, on avait un guide, à l'exception de peut-être 2 familles. Donc, ceux dont je vous parlez aujourd'hui, je vais commencer par celui qui est décédé le plus longtemps. C'est mon oncle, Gilles Bomsawin. Gilles Bomsawin, il a passé sa vie au Danak, c'était le frère à mon père. Ben, c'est toujours le frère à mon père. Des fois, c'est drôle, on parle au passé. Ils sont partis tous les deux, mais ils sont toujours frères pareils. C'est toujours mon oncle pareil. Donc, Gilles, c'est le garçon de Joseph Bomsawin et de Maria Toutan, qui était gentil. Puis lui, encore tout petit, il me contait ça, qu'il trouvait ça bien intéressant, puis ça l'a toujours fasciné le bois. C'est une personne qui aimait travailler le bois. Donc, il faisait non seulement de la menuiserie, mais il aimait à sculpter, même, je pense, il avait sculpté même un mât totémique en face de sa maison. Puis, même quand j'ai une pièce ici qui est entreposée, il avait fait comme un genre de décor 3D d'une forêt. Puis, il avait placé une lumière à l'intérieur. En tout cas, je trouve que le concept était super cute. Puis ça serait peut-être de quoi à produire éventuellement pour vendre. Donc, à l'âge de 15 ans, 16 ans, ben, à travers la famille, on parlait de travailler comme guide. Puis à l'époque, dans les communautés, comme dans plusieurs villages au Québec, on parle des années 40, là, 30, 40, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, si une personne ne s'en allait pas travailler soit à la drague en haut sur la rivière Saint-Maurice, ben, ou si quelqu'un n'avait pas la chance de vivre sur une ferme, ben, le travail était relativement rare, pas encore plus, malheureusement, quand tu étais Première Nation. Donc, il avait entendu parler de ça par justement Théophile Panazzi, Adrien, qui était ami avec son frère, mon père Albert. Donc, Gilles décide de partir comme guide. Mais la seule différence des autres guides,
c'est que lui, il s'est en allé dans le parc où il appelle ça les portes de l'enfer, pas loin de Chicoutimi. Donc, ça différait de de ceux que je vous parlais tantôt. Parce que, puis aussi, ma grand-mère, étant donné que mon grand-père était souvent hospitalisé parce qu'il y avait des problèmes de santé, surtout de poumons pendant les dernières années, les dernières années de ceux qui ont travaillé comme guide. Donc, ma grand-mère se devait aussi d'aller travailler, puis toute sa famille était élevée. Donc, Gilles, il dit, ben, on va aller travailler comme guide dans le parc des Laurentides, plus précisément. Donc, elle travaillait pendant plusieurs années, puis ma grand-mère travaillait aux cuisines, au restaurant ou à la cuisine du club. Mais la vie de guide, quand il m'en parlait, il trouvait ça bien fascinant. Pourquoi? Parce que tu exécutes ton travail, tu es en nature, naturellement. Tu sais, quelqu'un qui n'aime pas le bois, ça ne serait pas trop pratique de travailler comme guide. Et puis, l'autre bonne chose, c'est que à l'époque, comme je disais, le travail était rare. Puis, à la maison, ben, étant donné que mon grand-père ne travaillait pas tout le temps, ben, il n'y avait pas nécessairement les revenus voulus pour être capable de bien nourrir leur famille et de payer leur loyer. Parce qu'à cette époque-là, mon grand-père et ma grand-mère n'avaient pas leur propre maison. Donc, ils louaient une maison à Odanak. Donc, ça donnait une chance aussi pour le reste de la famille. J'ai remarqué avec d'autres personnes qui ont travaillé comme guide, entre autres M. Laramie de Saint-François-du-Lac. Lui, il dit, on est 14 chez nous, puis il dit, on est 3 frères qui travaillent comme guides. Donc, ça fait 3 bouches de moins à nourrir pour ses parents. Puis, il dit, nous autres, quand on travaille au club, ben, on est nourris, couchés, logés. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Puis, ceux avec qui qu'on travaille, c'est ce qu'ils appellent les messieurs, là, ou c'était pas des pauvres qui allaient à la chasse ou à la pêche là, ben, il y avait des bonus. Donc, puis Gilles, ben, c'était un amateur de pêche. Pêche à la truite, pêche au brochet. Donc, il a passé beaucoup de temps dans les bois. Puis, en plus, c'est que c'était une chance pour lui de retourner à sa source de vivre en forêt. Donc, c'est des personnages qu'ils ont rencontrés. Je trouve ça fascinant. On parle comment ça s'appelle, à part des millionnaires, là, les Rockefeller, les Kennedy, il y avait, comment il s'appelle, lui, l'illustrateur qui, je pense que c'était de Coke. Oui, de Coke, celui qui a fait des illustrations pour Coke dans le temps. C'était un Américain qui était guidé par du monde d'Odanak. Son nom m'échappe, peut-être ça va revenir tantôt. Donc, il ne guidait pas n'importe qui, puis de voir que la mentalité aussi de ces personnes-là qui ont travaillé comme guides, ça leur a enseigné beaucoup d'humilité, même si des fois ils se sentaient amoindris parce que ils travaillaient comme on dit, ce n'étaient pas des esclaves, là, mais ils travaillaient dur, puis c'était pas facile de travailler comme guide, parce que comme je mentionnais l'autre jour, le tourisme, le touriste, il portait seulement, il avait une canne à pêche à mouche, donc c'est relativement léger. Il avait son sac pour mettre les truites dedans, puis sa boîte avec des mouches, mais c'est tout ce qu'il transportait avec lui. Donc, c'était les guides qui devaient porter tout le poids de la nourriture, parce qu'ils partaient pour la journée, ils partaient très tôt le matin, puis ils revenaient au coucher du soleil ou peut-être à la noirceur. Donc, le métier de guide, c'était vraiment difficile. Puis, souvent, il y avait à partager. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, de partager un canot là, entre 2 lacs, comme on dit, à travers les branches. Là, bien souvent, les trails ne sont pas ouvertes. Là. Puis, tu souhaites que les trails soient ouvertes pour être capable de le faire. Donc, vous partez très tôt le matin, puis à quelle heure? Si le monsieur dit, ben moi, je vais être assis au lac, au troisième lac, je ne sais pas moi, à 11 heures, ben, il faut que ça bouge. Puis il y a la question aussi s'il y a des intempéries, parce que qu'il fasse beau, qu'il pleuve, les touristes, eux autres, ils voulaient aller à la pêche coûte que coûte.
Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, une anecdote d'un des guides, il nous disait ça. Il dit, à un moment donné, on a eu, le touriste tenait absolument de traverser le lac La Pêche en Haute-Mauricie. Donc, il dit, monsieur, c'est trop dangereux, ils vendent trop. Parce que, non, tu es payé pour, puis je veux traverser l'autre côté du lac pour aller à la pêche, là, dans la baie ou qu'importe. Puis là, ben, on dit, OK, on va y aller, mais monsieur, ça se peut que la ride va être pas mal rough. Vous allez peut-être vous faire brasser un peu. Puis là, finalement, ils ont entrepris ça. Mais le vent était tellement fort rendu au centre du lac. Là, le monsieur, lui, ça ne tente plus, là. Ça ne tente plus d'aller à la pêche parce qu'il s'est fait brasser pas mal. Puis là, ben, tu ne sais pas si tu vas chavirer. Puis dans les lacs, comme on le sait, ce n'est pas des lacs qui ont. Bien souvent, la profondeur est pas mal plus que ce qu'on pense. Parce qu'à cette période-là, même aujourd'hui, ceux qui ont la chance de retourner en forêt dans des lacs qui ne sont pas pollués, l'eau est tellement claire que tu ne peux pas vraiment prétendre quelle profondeur ou ce que tu es, parce que ça paraît proche, mais il y a peut-être 30 pieds d'eau. Donc, ils se sont fait brasser pas mal, puis même, je pense que tu avais mentionné qu'il y avait un commencement d'orage. En tout cas, il est arrivé de l'autre côté du lac, il était trempé, le touriste, il shakeait comme une feuille, puis il voulait retourner au campement, mais là, il fallait qu'il fasse 2 ou 3 portages pour retourner. Donc, là, finalement, il a dit, OK, on va se placer dans une baie, et puis on va attendre que ça se calme, puis là, on verra. Mais là, il dit, OK, mais maintenant, on est rendu à la place. Est-ce que tu vas à la pêche pareil? Bien, ils ont envoyé donc, on va l'essayer pareil. Puis finalement, le guide, il essayait de convaincre son monsieur. Là, ils l'ont essayé, mais non, le monsieur, là, il avait encore, je prends les dires du guide, je pense que c'était Bernard, il dit le touriste avait tellement, il était tellement pâle parce qu'il avait peur que lui, il voulait retourner. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il revienne de ce côté-ci du lac. Donc, il a fallu qu'il attende que ça se calme, puis passer par l'autre extrémité du lac en restant sur la berge pour éviter de traverser au centre du lac. Donc, ça a été une péripétie assez de quoi qu'on se rappelle. Donc, Gilles il a beaucoup aimé ça, puis aussi, ça lui a permis de connaître plein de monde. Parce que vivant dans une communauté, quand tu es dans le bois de même, puis tu travailles pour un monsieur, parce qu'il y avait le pourvoyeur du club qui les engageait, ben, tu sais que là, tu ne seras pas, tu vivras pas des préjugés ou du racisme, parce que, prenez un exemple, si vous commencez à donner du fil à retordre à votre guide, le guide, il va dire, OK, ben, le canot reste là, moi, je m'en retourne en bas. Tu sais, je redescends au club, moi, je fais ça, au chalet principal. Mais le touriste, lui, il ne connaît pas le bois. Ça veut dire qu'il y a des gros champs. En tout cas, c'était comme, il disait ça, il dit, le sentiment là, de respect, il était là, puis ça ne parlait pas trop fort parce qu'il ne voulait pas perdre leur chance. Puis en plus, ben, souvent, ceux qui allaient à la pêche, ben, ce n'était pas nécessairement des chasseurs. Donc, en forêt, là, il n'était pas trop brave. Puis c'était drôle parce que les aînés, donc Théophile Panazi, puis ce que je vous parlais tantôt, l'autre jour, c'est-à-dire, c'était du monde qui aimait raconter des peurs. Ça veut dire que si il tombait sur un touriste qui était bien superstitieux, ben souvent, ben, il s'amusait à un peu tirer, comme on dit, la chemise pour lui faire peur, parce qu'en voulant dire, ben, si j'y compte des histoires de peur un petit peu, ben, il va peut-être plus comment je peux ça, m'écouter quand c'est le temps. Que quand tu embarques dans le canot, puis tantôt, je remarquais Michel, il bougeait de la tête. C'est comme, je pense qu'il sait qu'est-ce que c'est d'aller en canot. Là. Ben oui. Ça ne prend pas grand-chose pour que le canot peut verser. Là. Puis, ce n'est pas le temps de commencer à brasser à gauche et à droite. Puis, quand tu as des verres, en tout cas, tu as un paquet de facteurs. Donc, c'est comme ces histoires-là, bien souvent, c'était comme assis-toi là, puis bouge plus. Tu sais, c'est comme laisse-moi. Puis souvent, j'ai remarqué quand on fait du canot, mettons qu'on a tourné, il faut pencher un petit peu parce que tu es seul à avironner. Parce que le touriste, là, messieurs, dames, le touriste, lui, il n'y avait pas de rame dans les mains. Là. Ça veut dire que tu es tout seul pour
guider ton canot puis faire avancer ton canot. Donc, c'était pas le temps que le gars commence à prendre panique là, assis dans un canot, même si c'est un canot de 16 pieds. Puis les canots qu'il employait, mais il y avait des canots de chasse, il y avait des canots qui avaient le fond plus large, donc ça donnait plus de chance. Mais la seule différence, puis je pense que notre frère Michel pourrait témoigner qu'un canot de 16 pieds de chasse avec ton pacton, là, tu sais, quelqu'un qui ne sait pas comment. Premièrement, pour l'embarquer sur tes épaules, c'est déjà un truc. Là. Je me rappelle, un aîné ici de la communauté m'avait montré comment, puis la manière que tu swings pour l'embarquer, puis tu mets tes avirons pour les accoter sur tes épaules, puis c'est comme non, tu ne fais pas ça quand ils vendent, puis tu peux te défaire le dos. En tout cas, il y a bien des facteurs qui peuvent arriver, puis il faut que tu portes ça à destination. Mais c'est une expérience à vivre. Je pense que puis tous ceux et celles qui ont vécu ça, je pense qu'ils ont des très, très beaux souvenirs. Puis sans anicroche, ben, c'est comme ça devient pas mal plus routine, mais il y a toujours de quoi qui va arriver quand tu vas en forêt. Là. Soit que tu vas croiser un orignal, un ours, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Là, c'est pas le temps de dire, bon, OK, on vient d'abord parce qu'il y a un ours ou qu'il y a un orignal dans le lac. Donc, c'est des facteurs qui ont joué souvent dans la vie des guides, mais malgré ça, les guides à Benaki étaient du monde qui était résilient, puis en fin de compte, ils sortaient d'un cadre qui était très, très rigide quand tu vis dans une communauté autochtone, quand tu vis dans une réserve. Donc, c'est comme la liberté totale, puis tu vois des belles choses, tu manges de la bonne nourriture, etc., etc. Donc, pour Gilles a travaillé là, dans le parc des Laurentides. Je ne me rappelle pas combien d'années, parce qu'il a fait un peu là, puis après ça, il est revenu dans le parc de la Mauricie. L'autre personnage, c'est Bernard Obomsawin. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Obomsawin? Mais la majorité des guides, la plus grosse famille, c'est des Obomsawin. Puis, notre famille avait leur territoire de chasse aussi en Haute-Mauricie. Donc, puis mon arrière-grand-père, Louis Napoléon, il y a eu 5 garçons puis 2 filles. Donc, Bernard, c'était le petit-fils de Louis Napoléon. Gilles, c'était le petit-fils de Louis Napoléon. Puis le prochain qui m'a parlé tantôt, Jean-Paul Lamirande, c'était l'arrière-petit-fils de Louis Napoléon. Donc, c'est la raison pourquoi que les membres de cette famille-là, parce que Olivier Obomsawin, qui a été chef, puis il était connu aussi comme il accordait un piano, donc il était connu dans la région. Donc, les petits-fils puis les neveux, forcément, à un moment donné, il se ramassait dans le bois avec lui, puis par son expérience, parce que Théophile Panadi était déjà rendu à un âge avancé. Donc, Bernard, c'était drôle. Quand on a fait l'entrevue avec Bernard, était quelqu'un qui était d'une bonne stature, puis c'était quelqu'un qui était gêné, puis il aimait ça quand il appréciait quand on allait s'asseoir avec lui puis qu'on lui posait des questions par rapport à sa vie comme guide. Puis lui, il dit, moi, j'ai pris le métier de guide parce que mon père était au club. Puis nous autres aussi, on était plusieurs dans la famille. Donc, mon père me dit, OK, tu vas me suivre au club. Puis les aînés, souvent, c'était drôle parce que Bernard, il dit, quand mon père, il dit, OK, suis-moi. OK. Mais là, c'est comme, utilise ton imagination, parce que je ne peux pas arrêter à tous les quarts de mille pour te dire quoi faire. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut faire attention. C'est comme marcher en forêt. Si tu as 2 personnes en arrière de toi, fais attention pour ne pas passer d'un branche pour que la troisième personne se fasse gifler avec une branche d'arbre. Donc, c'est tous des facteurs de même que Bernard avait appris avec son père. Puis lui, il me contait qu'à un moment donné, il avait guidé, il appelait ça le Steamboat Truck. C'était un lac en Haute-Mauricie, puis il y avait une place que il guidait un Français, parce qu'il y a un Français, ou non, excusez, un Anglais, un Britannique, parce qu'il avait dit c'est un lord quelconque. Il dit, étant donné que les Anglais sont bien, bien pointus là-dessus. Puis si on compare avec le monde au Canada, comme vous le savez, en Angleterre et en France, la royauté, c'est encore très fort à cette période-là. Donc, le lord en question, lui,
quand il était dans son pays, bien, s'il décidait d'aller à la chasse, bien, il y avait déjà des territoires de chasse puis de pêche en Écosse ou en Angleterre où tu sais, t'as ton guide privé de la même manière. Donc, il souhaitait que le guide Abenaki, le guide lui donne les mêmes services. Mais ce n'est pas le même environnement. Il faut se dire qu'en Europe, quand si on va sur les terres qui appartiennent à la reine d'Angleterre et sa famille, ben, ils ont déjà une batterie de monde qui garde les forêts propres. Puis, comme on dit, ils ne passeront pas à travers les framboisiers, puis les murons, puis pour être capable de se rendre à un lac. Il y en a, c'est tenu, c'est bien entretenu tout le temps. Donc, lui, son anecdote, c'était drôle aussi parce qu'il disait, j'ai guidé ce monsieur-là, mais puis Bernard, c'est un gars qui était bien même impatient de chance parce qu'il dit à un moment donné, il dit, j'avais le goût de lui donner un coup d'aviron, puis de dire, bon, OK, arrête de jaser. Là. Parce qu'il disait, ah, nous autres en Angleterre, c'est de même. Puis nous autres en Angleterre, c'est de même. Puis c'est comme, tu essaies de focusser pour amener ton touriste à destination quand tu es sur route. Puis là, tu as quelqu'un qui parle tout le temps, qui parle tout le temps, qui parle tout le temps. C'est comme, bien là, il faut que tu essayes de focusser. Puis, c'était peut-être parce que ça cachait que peut-être que le touriste en question avait peur en canot. Parce que s'il était dans son pays, qu'il pêchait à la mouche, peut-être qu'il pêchait à la mouche avec des bottes culottes là, puis dans un petit rapide et non à l'intérieur d'un canot sur un lac. Donc, c'est tous des facteurs qui ont joué. Bernard, il a fait ça, je pense, une dizaine d'années. Gilles, il en a fait ça à peu près 6 ans. Ce qui m'amène à parler de Jean-Paul Lamirande. Jean-Paul, lui, comme je disais tantôt, c'était le neveu de Bernard et le petit-fils d'Olivier. Jean-Paul, lui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est un gaillard et puis il est costaud, puis tout. Puis à l'époque, il dit c'est drôle parce que je pesais, c'était un gars à peu près de 5 pieds 8, puis je pesais à peu près comme 140 livres. Puis là, je dis, ben moi, dans le fond, je faisais c'était quand tu es jeune, là, tu veux prouver que tu es capable de remplir tes tâches. Donc, il dit, oh oui, mais allez guider avec mon grand-père et avec mon oncle. Puis, on voit, comme je disais tantôt, quand il a eu à apprendre à embarquer le canot sur ses épaules, il dit, des fois, là, ça donnait du fil à retordre, mais il y a un coup que tu as été capable de gérer ça, c'est pas mal plus facile. Donc, Jean-Paul, c'est drôle parce que c'est une personne qui riait tout le temps et il dit, le monde, c'est les touristes, surtout ceux qui sont en moyen, parce que comme je vous disais tantôt, c'était la haute classe qui allait dans le parc de la Mauricie, parce que c'est surtout le parc de la Mauricie que je vous parle présentement. Bien, ils s'attendent à des choses, ils s'attendent à des services, puis ils sont, comment je pourrais dire ça, ils veulent toujours le mieux dans les meilleures circonstances, mais souvent, pour des problèmes atmosphériques, pour des problèmes pour X raisons, ben, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ben, ça ne fera pas leur affaire. Puis le guide, ben, c'est lui qui en subit les conséquences. Donc, Jean-Paul, ça a été, je me rappelle bien, je pense que c'est dans les années 60 quelques. Donc, Jean-Paul, c'est le dernier guide Abenaki de sa génération qui est allé au parc de la Mauricie. Donc, il n'y a pas personne d'autre qui a pris le flambeau pour continuer la vie de guide. Mais l'autre réalité, comme vous le savez sûrement, vous en doutez, c'est que les coupes à blanc, les compagnies forestières, surtout dans la région de la Mauricie, la Dompteur et toutes ces compagnies-là, ben, avaient déjà les terres en Haute-Mauricie sont souvent c'est rasé, c'est coupé à blanc. Donc, ça a affecté la forêt. Une partie du parc de la Mauricie, ben, c'est géré par un ZEC aujourd'hui. Mais étant donné que c'est géré par le gouvernement, ben, je pense que ce serait difficile pour un Abénaki de dire ben, j'aimerais ça aller guider là, parce que là, tu n'as plus de référence de guides professionnels qui sont encore en vie, qui peuvent t'expliquer comment ça fonctionne, puis de connaître le territoire, parce que je me rappelle, c'est qui Adrien Panadi, ça? Non, Charles Bomsawin.
Charles, il n'a jamais été guide, mais il allait à la pêche, là. Et puis, il me disait ça, il dit, Adrien m'a conté un autre qui a guidé le garçon à Théophile. Il dit, si tu vas à telle place où il y a une grosse roche au lac La Pêche, ben, si tu vas au nord de cette roche-là, un exemple, ben, d'habitude, tu vas trouver de la grosse grille, ça, il y en a là. Mais quand tu n'as plus la référence de la personne à savoir, est-ce que pour connaître les, comme on dit, des trous où ce que tu vas trouver de la truite, parce que le poisson ne se tient pas toujours dans les mêmes profondeurs. Donc, tout ça, c'est parti en fumée, malheureusement. Je sais qu'il y a une exposition au lac La Pêche sur les guides à Benaki et autres, parce qu'il n'y avait pas seulement des guides à Benaki qui étaient dans le parc de la Mauricie. Tout le monde qui allait comme guide au parc de la Mauricie, c'est drôle, ils se donnaient tout rendez-vous chez Mme Entel à Shawinigan, où ils chambraient avant de monter dans le groupe. Puis, il y avait d'autres guides qui étaient des personnes de Shawinigan. Donc, il y a eu de l'amitié, il y a eu des échanges qui se sont faits. Puis, on a 2, 3 gars de la communauté ici qui ont marié des femmes de Shawinigan parce qu'ils sont allés guider dans le temps. Donc, vous voyez, c'était pas un métier qui était facile. C'était un métier qui était difficile, par contre. Mais d'un autre côté, c'est qu'il n'y avait pas les contretemps, puis il n'y avait pas les limites dont on vit dans une réserve en tant que telle. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais peut-être une question, Régent. Quand les gens ils ont arrêté d'être guides, c'est-tu à cause des transformations des clubs privés en ZEC ou c'est tout simplement l'abandon de ce métier-là? Un petit peu des deux. Mais surtout pour le parc de la Mauricie, parce que le parc de la Mauricie, c'est une grande partie, c'est toujours le territoire de chasse traditionnel des Abénaquis. Mais pour X raisons, dont la partie de, comme je disais tantôt, quand on n'a plus de personnes d'expérience qui peuvent te montrer comment, ben, tu n'oseras pas. Puis en plus, ben, l'accès, parce que maintenant, moi, j'ai communiqué avec le monde du parc de la Mauricie à différentes reprises, puis oui, ils parlent des Abénaquis au lac La Pêche, mais pas plus que ça. Ça veut dire que l'entente qui avait été faite, puis là, ça fait longtemps, là, on parle de peut-être il y a 60 ans, que le gouvernement change le statut du parc Laurentien, le parc des Laurentides, le club Laurentien, pour des ZEC, ben, qui engagerait des Abénaquis pour aller guider là. Puis les Abénaquis, dans le temps, ben, étant donné pour une question financière de travail, ben, ils sont allés travailler là. Mais les plus jeunes, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que le gouvernement respecterait cette entente-là? Puis aussi de retrouver, ben souvent, ils vont dire, ben, est-ce que vous avez encore de la correspondance qui dit que nous sommes entendus d'engager des guides Abénaquis pour travailler dans le parc? Mais ce que tu amènes, je remercie Michel pour la question parce que je trouve que ce serait une belle occasion pour nos jeunes qui veulent vivre une expérience unique en son genre, d'apprendre la vie de guide. Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, l'abus d'informatique, tous ceux qui sont pris devant un écran, il y en a qui n'ont pas le choix, comme on dit, on est en télétravail, puis comme présentement, ça serait différent si on serait en présentiel. Des décrochés de cette technologie-là qui sont tellement accros malgré eux, puis d'autres volontairement, que les amener en forêt, ça leur donnerait une autre vision de ce que c'est. Puis ça pourrait donner aussi l'occasion comme moi, d'aller faire des conférences là, puis de parler de la culture, mais en milieu de forêt. Donc, mais c'est ça. Puis le manque d'intérêt. Les jeunes aujourd'hui, quand on leur parle d'aller se promener en canot, ben, ça va être vraiment le contraire. Ils vont se promener en canot comme un touriste un petit peu, puis après ça,
il aime mieux aller en bateau moteur puis, que de sortir un canot parce qu'ils vont dire, ben là, c'est trop d'ouvrage. Ben oui, mais c'est trop d'ouvrage. Quand tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Moi, je me rappelle, je n'ai jamais été un gros chasseur, pêcheur, parce que j'avais soit pas de véhicule pour amener mon canot, euh, puis ouais, un véhicule pour être capable tu sais, mon canot, c'est un canot de 16 pieds, donc il fallait que j'aie un véhicule qui soit en ordre, puis s'assurer que, que le véhicule ne brise pas en montant dans le parc. En tout cas, j'ai restreint mes activités autour de la communauté. Et puis, je me rappelle des premières expériences que j'ai eues d'apprendre à me servir d'un canot quand tu es tout seul. C'est pas évident, là, souvent, surtout que tu sais, on regarde ça dans les documentaires où le monde te l'explique. Ah oui, tu t'assieds en arrière, tu te places de telle manière. Mais là, à un moment donné, tu n'as pas prévu qu'il y ait du vent sur la rivière ou sur le lac. Mais ta pince en avant, ce qu'on appelle la pince, elle prend dans le vent. Là. Puis là, ça ne va plus jusqu'où tu vas aller. Là. Ça veut dire tous des facteurs. Puis c'est de là que les aînés, moi, je me rappelle, comment il s'appelle, Charles Wamsawi, il me disait ça, il dit, moi, quand j'embarquais sur un lac, là, puis il n'était pas guide quand il allait pour sa pêche personnelle, il dit, mon pacton, il y avait toutes sortes d'affaires dedans. Je m'arrangeais de mettre mon pacton dans le devant, comme si j'avais un autre passager, qui fait que ça va être plus facile de contrôler, mais il dit, d'un 16 pieds à 100 en arrière, puis si tu es quelqu'un qui est assez pesant, ben c'est pas long que le vent va faire lever ton nid de canot, puis comme on dit, tu vas te promener, là. C'est comme. Puis tu essaies comment je pourrais dire ça, de guider ton canot, là, puis que tu sais, il faut que tu aies de l'expérience. Anyway. Donc, c'est mieux de ne pas y aller, puis essayer d'avoir un passager pour essayer de balancer le. Puis je trouve ça le fun parce que je vois sourire Michel quand il l'a expérimenté lui aussi, quand le vent prend en pince en avant, là, c'est comme. Attends un petit peu, là. J'ai-tu fait une gaffe? Moi-tu être capable? Parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, le manque d'intérêt, euh, même je pense qu'il y a, sérieusement, je pense que même les autorités, les chefs, les conseils depuis ce temps-là, je pense qu'ils n'ont jamais mentionné que ce serait intéressant de développer un programme semblable pour que les jeunes apprennent ce que leurs grands-parents ont fait. Le problème qu'on a, le dernier chef qui a été guide, ben, c'est Gilles Wamsawin, puis il était ici il est mort il était chef jusqu'en 2005, il est mort en 2007, je pense. Donc, c'est le dernier guide qui a été chef. Donc, ou l'inverse. Donc, puis les autorités actuelles, ben, dans ceux qui siègent, le chef, lui, il n'a pas grandi ici. Donc, puis les autres, je pense, ça me surprendrait qu'ils aient même embarqué d'un canot. Donc, quand s'il y aurait une volonté de la part de peut-être une activité pour le musée ou qu'importe, avec le conseil pour être capable d'introduire les jeunes à ce mode de vie-là. Je sais qu'il y a eu des essais faits pour se rendre sur une île, ce qu'on appelle l'île Ronde, pour une activité annuelle. Ils ont fait ça 2-3 ans de fil. Ben, Michel, ils montent là en Rabasca. Tu montes en Rabasca, là, ça ne mesure pas 12 pieds. Là. Puis là, il te manque toujours des pagailleurs parce que c'est long là, pour amener. Puis la rivière Saint-François, pour te rendre dans le chenal, comme on dit, tu n'as pas un pas d'eau avant d'arriver là. En tout cas, tu as un paquet de facteurs que j'imagine le jeune qui a 14-15 ans puis qui embarque dans un Rabasca, puis c'est celui qui est en avant ou qui est au centre, puis il s'aperçoit qu'il y a 2 pagailleurs de plus, ça sera peut-être mieux. Là. C'est assez peut-être pour les écœurer pour plus qu'ils veulent embarquer dans un canot. Donc, tu sais, puis eux autres, ils pensaient, quand ils ont acquéri ces canaux-là, ils pensaient sauver du temps parce qu'ils disent on amène plus de monde d'une fois. Mais il faut peut-être quelqu'un d'expérimenté, puis il faut que les gars, ça ait un temps de pagailler parce que c'est pas évident de ramener à 6, là, puis en plus que tu amènes des choses, en tout cas. Mais ça serait de quoi qui serait intéressant. Donc, d'une manière, si on applique ça à la vie de tous les jours, surtout pour les jeunes, c'est que d'avoir des camps comment on pourrait appeler ça, des camps de ressourcement, puis des retours à la forêt, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, parce que
avec le genre de vie qu'on vit présentement, je pense que ceux qui ont la chance d'être capables d'aller marcher dans un bois près de chez vous ou de se rendre à un lac, on a vu des belles photos de pêche là, de l'organisation là, au cours des derniers mois. Donc, quand on a la chance de le vivre, ça, puis on ne peut pas comparer d'une personne à l'autre qu'est-ce que c'est de vivre en forêt. Tu sais, on vit toujours de quoi de différent. Puis, bien souvent, on va faire face souvent à nos peurs. On est tellement habitué d'être en ville et d'entendre du bruit, tu t'en vas camper dans le bois, bien souvent, ils vont dire c'est trop tranquille, c'est même épeurant parce qu'on n'entend rien. Puis, la paix et la solitude est tellement pesante, le silence, que c'est difficile même à gérer pour certaines personnes. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel. J'en mets toujours un petit peu plus là, parce qu'on est habitué de flaser, comme il disait anciennement, broder autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une autre, mais je pense que de la façon que tu as parlé, ça y a répondu. Ça veut dire au niveau de la nation Abénaki, il n'y a plus personne qui est capable de faire un canot comme à l'époque. La fabrication des canots, ça s'est perdu. Oh, je vois bien. La fabrication de canots, merci pour la question, Michel, c'est très pertinent, c'est important qu'on en parle. La fabrication de canots d'Écosse. OK. Théophile Panadi, dont je vous parlais tantôt, qui est décédé en 1966, ça a été le dernier fabricant de canots d'Écosse. Puis, il a fabriqué avec son fils Adrien. Les facteurs, on s'en doute aujourd'hui, comment je pourrais dire ça, d'être capable de trouver le matériel de base pour la fabrication. OK. Il faut trouver un boulot qui est d'une bonne taille. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les boulots, ils ont des maladies. Donc, de trouver un endroit pour s'approvisionner, pour trouver un boulot qui a de l'allure pour faire un canot, c'est un facteur. 2, ça va prendre de la gomme d'épinette. Mais il n'y a pas d'épinette. Un exemple, à Odanak, il n'y a pas d'épinette. On a peut-être 3-4 dans la commune. Donc, pas d'épinette. Gomme de sapin, on en a déjà. La graisse d'ours, il n'y a pas d'ours, parce qu'on parle du mélange pour étancher les coutures. Donc, s'il n'y a pas assez d'épinettes, tu ne peux pas trouver de la racine pour être capable de coudre ton canot. C'est un autre facteur. Puis l'autre chose aussi, c'est de connaître comment être capable de faire ton moule. Dans le fond, tu fais une forme dans le sable, puis tu plantes des pieux pour être capable de... C'est ta première étape pour former pour la forme de ton canot. Puis, à part ça, tu ne peux pas te servir de... C'était tout fait au couteau-croche par la hache. Là. Tu sais, comme ils disent, quand c'était le temps de gosser les montants, puis le frame en tant que tel, le cèdre, il fallait que tu le fendes avec une hache, tu sais, c'était tout fait à la main. Puis, il n'y avait pas de clous. Ils faisaient ça avec des juilles de bois. Par la suite, quand ils sont aperçus que la fabrication du canot était moins facile, puis le temps que ça prend pour bâtir un canot de même, là, ça prend un certain temps parce que tout le coude, il ne faut pas que tu casses rien, il ne faut pas que tu... Donc, ça peut te prendre peut-être 1 semaine, 2 semaines à te fabriquer un canot de la sorte. Puis d'en prendre soin parce que si le canot est entreposé de la mauvaise manière, l'écorce, ça devient trop sec, elle va tordre. Donc, tu as un paquet de facteurs qui fait que, puis dans le temps, quand tu te fabriquais un canot d'écorce, tu t'en servais là, régulièrement, donc ça n'avait pas le temps de sécher. Mais aujourd'hui, tu vas en fabriquer un, tu vas peut-être en fabriquer un dans ta vie. Donc, Théophile Panadi, c'était celui qui en fabriquait avec Adrien. Il y avait un monsieur Emmett, si je ne me trompe pas, mais là, on parle de 1890-1900. Parce qu'à Odanak, à cette époque-là, il y avait non seulement Théophile, mais tu en avais d'autres avant qui en fabriquaient des canaux. Parce que dans la communauté, le monde n'avait pas
il n'y avait pas accès justement au canot qu'on connaît aujourd'hui, là, le canot en toile. Donc, le canot en toile, par la suite, Tofil a travaillé. Vu qu'il était au club, il pouvait possiblement se fabriquer une ossature, si on peut dire, d'un canot. Puis à la place de mettre l'écorce, ben, il mettait de la toile, comme un gros canevas qui peinturait bien souvent. Là. C'était moins, c'est sûr que c'était plus pesant qu'un canot d'écorce. Mais imaginez, quand William Commander, entre autres, personne de Maniwaki, est venu enseigner la fabrication de canots ici à Odanak en 81-82. Puis il est venu ici avec son épouse, puis il disait ça, il dirait, Jean, j'ai fait 100 000 dans le parc de la Gatineau pour être capable de me trouver un écorce qui a de l'allure pour faire un canot. Il dit, il n'y en a plus. Puis les boulots, on les voit de loin, là. Mais il dit, tant que tu ne te rapproches pas, tu regardes la tête, il y a de l'air correct, mais il peut y avoir il y a des moustiques, puis le boulot est malade, donc tu ne peux pas t'en servir. Donc, puis à part que les compagnies forestières, bien, ça coupe en long et en large partout. Donc, c'est des facteurs qui ont fait que la fabrication de canaux de 16 pieds, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer des canaux miniatures, mais les connaissances auprès des aînés à Odanak, là, ceux qui connaissaient ça, bien, ils sont tous partis. Bien, qui va m'amener à parler d'un sujet qu'on n'avait pas prévu. Ben, c'est encore, comme je disais, merci à Michel d'avoir apporté l'histoire du canot parce que moi, j'ai eu la chance de connaître un personnage à Benaki du nom de Victor Bénédicte. Victor, c'était un Abénaki de troisième génération qui fabriquait des canots en écorce miniature. Donc, il ne fabriquait pas des canots de 16 pieds nécessairement. C'était des canots qui avaient 14 pouces, 16 pouces, 20 pouces. Puis, j'ai été capable en 2003, j'ai réussi à le convaincre de mettre ça sur bande vidéo. Donc, j'ai la fabrication d'un petit canot d'écorce par Victor Bénédicte. Puis maintenant, ben, c'est de trouver, de faire tout comment je pourrais dire ça, le montage, etc., etc. Puis lui, il parlait seulement en anglais. Donc, le sous-titrage, il y a bien des facteurs. Mais ce n'était pas un canot avec comment on dit ça, avec un frame comme les autres, mais c'était un petit canot qui était vendu aux touristes. Mais le principe, c'est le même. Puis, donc, de la manière que j'ai filmé ça, c'est que je me mets à votre place. Vous regardez, vous demandez comment que Victor fabrique le canot. Donc, ça vous prend de l'écorce. Bien, si vous êtes capable au moins de vous trouver un morceau d'écorce qui est à peu près un boulot de 5-6 pouces de diamètre, enlevez l'écorce d'après. Bien, enlever l'écorce d'après, bien, comment je peux dire, tu n'inventes pas le boulot pour aller sortir l'écorce. Il faut que tu creuses pas trop profond pour ne pas affecter l'aube du boulot parce qu'il va mourir. Les moustiques vont s'introduire dedans et ils vont tuer l'arbre. Donc, il y a une technique pour enlever ton écorce. Ça, j'ai appris ça avec Théophile, avec Adrien, puis je l'ai expérimenté quand j'étais plus jeune aussi. Donc, on peut se trouver un petit morceau d'écorce. Après ça, il faut aller chercher de l'érable. Donc, un petit érable d'environ 2 pouces de diamètre puis 3 pieds de long, il faut fendre ça en 4 pour être capable de faire la structure, la forme des rebords du canot, puis les pinces, etc., etc. Mais rien ne nous empêche de faire la forme pareille. Mais ce que je suggérais d'utiliser, c'est si on a des restants j'allais dire que je suis un gars recyclo pas mal, si vous avez du bardeau de cèdre, au lieu parce que nous autres, les cèdres ici, ils sont tout croches. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Là. Ça veut dire que tu ne peux pas te trouver un cèdre que tu vas avoir un 2 pieds, 3 pieds droit. Les cèdres sont croches, ils ont des branches partout. Puis, tandis que là, on peut toujours se servir d'un bardeau de cèdre. Tout dépend de la longueur du canot. Puis après ça, on peut se servir comme je dis, de la racine d'épinette. C'est parce que là, en le faisant miniature, ça requiert moins de matériel brut. Puis, ça donne une chance de comprendre le concept du pourquoi que le canot est fait de même, les matériaux.
Puis l'autre chose, c'est l'autre facteur, mes amis, c'est que moi, j'ai eu la chance une fois d'aller en canot d'écorce. Puis sur l'eau, ça se. Comment on dit ça? On ne peut pas comparer avec un canot qui est en fibre de verre, un canot qui est fait en toile. Puis, tu es vraiment dans ton environnement, puis tu as, vraiment un lien et une connexion avec la nature, parce que tous les matériaux que tu utilises dans le véhicule dans lequel tu es, ben, c'est fait avec des produits de la nature. Puis, de la manière que l'eau glisse dessus, c'est un autre facteur. Tu as un paquet de choses qui diffèrent. Puis, tu ne peux pas prendre la chance de frapper ou de frapper une pierre qui est coupante ou qui est pointue parce que ton écorce va percer. Donc, dans le fond, c'est tous des facteurs qui sont importants. Donc, c'est ça. Puis les canaux, puis même depuis que Victor a arrêté, non, d'après moi, il n'y a pas personne qui en fait. Puis, c'est plate parce que c'est des choses qui se perdent. Mais c'est surtout du pourquoi tu fais ça. Puis le plaisir, comme si quelqu'un va en forêt souvent, puis tu es assis dans ton canot, tu as la paix, tu n'as rien à t'inquiéter, puis tu as juste à attendre. Bien, premièrement, ça pratique ta patience parce que ça ne veut pas dire que ça va mordre là, dans demi-heure quand tu s'en vas sur le lac. Mais c'est une chance de se ressourcer puis de se recentrer sur les priorités dans ta vie. Donc, comme je dis, mes réponses sont toujours plus longues que les questions. Là. Je ne sais pas si ça répond à. Oui. Pardon. Régent, hein? Comment ça peut peser un canot d'écorce de 16 pieds dans le temps? 50, moi je dirais 50-60 livres max. C'est relativement léger à comparer à un canot en fibre de verre. En fibre de verre, on ne peut pas comparer. Tu sais, ça peut être pesant, ça dépend comment la structure, quelle compagnie qui les a faites. Puis si on va avec un canot en toile, je ne sais pas si notre ami Michel a un canot en toile ou un canot en fibre de verre. Il est en toile ou. Il est en fibre de verre. OK. Mais j'ai déjà fait du canot avec un canot de toile. Mais moi c'est en fibre de verre présentement. OK, parce que le canot de toile. C'est pesant, c'est plus pesant aussi. Oui. Le canot de toile, bien, l'affaire que c'est que, surtout quand on parle de la période de monde des guides, c'est que le canot, il y avait peut-être 5 ans, 6 ans, puis c'était aux 10 ans, puis il était peinturé régulièrement. Donc, je ne sais pas combien de couches de peinture qui va sur le canevas pour la rendre étanche. Donc, tu as ça qui s'accumule. Si le canot n'a pas été proprement dit entreposé pour pas qu'il reste trempé et humide à l'intérieur, c'est un autre facteur qu'un canot de 16 pieds en toile qui est mouillé. Ben, d'après moi, c'est comme, ça doit être assez pesant, merci. Puis en plus, c'est qu'il faut que tu fasses attention tout le temps. Donc, ça peut être 50-60 livres maximum, un canot en Écosse. Peut-être moins, mais ceux que j'avais vus, là, c'était surprenant parce que ça se prend bien. Puis, c'est peut-être parce dans notre idée, on pense, parce que c'est en Écosse, c'est plus léger. Mais ça l'est effectivement, mais c'est peut-être plus de feeling de dire que tu as dans tes mains un véhicule de transport que tes ancêtres se sont servis pendant des générations et générations. Mais c'est une expérience en tant que telle. C'est le fun de voir comment que. Puis de voir que la débrouillardise des ancêtres, tu ne fais pas un canot pour rien. Tu ne te sers pas d'un canot pour rien. Tu ne prêtes pas à Pierre-Jean-Jacques pour rien. Parce que si tu as passé 2-3 semaines à le construire, ton canot, tu n'es pas intéressé de le prêter à un de tes chums puis qu'il fasse un trou dedans parce que tu vas être obligé de réparer, puis des fois, tu n'as pas le matériel voulu en temps et lieu.
Puis, à différentes longueurs. Tu sais, moi, j'ai William, quand il a travaillé ici, il a travaillé sur des 12 pieds, des 8 pieds et des 12 pieds. Puis, on s'aperçoit que 8 pieds, 12 pieds, le fond du canot, c'est relativement plus étroit que d'un 16 pieds. Donc, si vous avez déjà été en canot, si vous embarquez dans un canot qui n'est pas un canot de chasse, bien souvent, on voit des canots en spécial. Ah, beau, bon, pas cher, Mais le canot est tellement étroit que tu vas chavirer, c'est pas long. Là. Dans un canot qui n'est pas large, là, ça a un facteur, comment je peux dire, c'est pas long que si la personne en avant de toi, tu brasses trop, ben, tu vas virer à l'envers, ça sera pas long. Tandis que les canots de chasse sont plus larges. Donc, ils ont moins de chance, puis tu peux être debout dans un canot de chasse. Tandis que l'autre, une anecdote, justement, il y avait Élie Robert von Sawin, il y a une photo que j'ai vue à un moment donné, puis Élie était dans son canot sur le lac La Pêche, debout. Mais le canot qu'il y avait, ce n'était pas un canot étroit, c'était un canot de chasse pour être capable de. Puis même à ça, c'est déjà un exploit de se tenir debout d'un canot. Là. Donc, c'est ça par rapport au canot d'Écosse versus un canot en poil ou un canot en fibre de verre. Mais y avait-tu dans le temps, est-ce qu'il y avait des canots qui étaient plus conçus pour la pesanteur? Parce que moi, j'ai vu dans le temps des vidéos, des canots d'Écosse, là. Et, mettre 2 quartiers d'orignal dans le canot d'Écosse, là, ça fait de la pesanteur en maudit. Plus celui qui pagaille. Là. Ben, Il y en a je ne sais pas s'il y en a qui étaient faits plus forts que d'autres, justement, pour faire du transport, ou ben donc, ils étaient tous sur le même modèle, historiquement. ben, c'est sur le même modèle, mais la seule différence, après moi, ce qui diffère de beaucoup, Michel, c'est un canot, comment on dit ça, pour être capable de prendre ce poids-là, ben, ça prend une écorce qui va être, plus épaisse que l'autre. Donc, le travail, ça va être pas mal plus ardu à coudre, à coller. Puis après ça, bon, je ne sais pas si on va dire tes montants ou je ne sais pas comment on appelle ça, l'intérieur du canot. Tu vas-tu les faire, tu es obligé de les faire plus larges, es-tu capable de les faire plus épais? Mais ça joue, c'est un facteur que pour être capable de prendre le poids, tu as raison, quand tu mets, je ne sais pas comment ça peut peser, c'est un 500-600 livres, là, en plus, les gars qui pagaillent en plus, ben, il ne faut pas non plus que le canot, tu mets l'orignal dedans, puis le canot cale, puis il reste là. Tu n'es pas capable d'aller nulle part, tu n'es pas du mieux. Donc, ben, ça devait être par rapport à l'épaisseur aussi. Mais ici, on n'a jamais parlé de ça. L'important, c'était si on parle du transport de l'orignal, moi, ce que Tophile m'avait raconté, il dit, ça arrivait que soit si on chasse un orignal, si on peut l'amener qui va se retrouver dans un lac ou sur la berge, on s'arrange pour le tirer là. Puis, après ça, ben, si tu veux prendre ton canot, tu peux l'amener au bord. Mais là, un coup qui est rendu sur le bord, là, tu vas le dépecer. Mais il n'y aura pas de. J'ai jamais, à date, je n'ai pas entendu parler qui faisait ça, là, qui plaçait les quartiers d'orignal à l'intérieur dans le canot. Okay. Est-ce qu'à Odanak, il y avait des fumoirs pour la truite, pour le poisson en général? Oui, même encore aujourd'hui, ça se fait plus pour des activités touristiques. Là. Mais la majorité des maisons avaient leur fumoir là, à proximité de la maison. Aujourd'hui, c'est revenu un peu plus à la mode qu'avant parce que la demande touristique, souvent le monde veut manger de l'esturgeon fumé. Ça a été oublié pendant un bout, je peux vous dire, parce que premièrement, les Abénakis, des pêcheurs commerciaux, il n'y en a pas. Il faut que tu en aies assez pour que ça vaille la peine. Il y a un de mes amis, M. Sadekous, lui, ça fait peut-être 10-15 ans qu'il se fait un devoir à chaque année d'aller à la pêche au printemps puis de ramasser beaucoup de poissons pour être capable d'en fumer pendant l'été. Mais vous voyez, c'est une autre pratique traditionnelle. Si on parle de s'en servir souvent,
ça se fait quasiment plus. Ça se fait seulement dans le temps touristique, là, soit dans le temps de la fête ou personnellement là, pour faire cuire le poisson que tu vas attraper là, au cours de l'été. Mais quand tu étais plus jeune, là, dans l'adolescence ou même avant un petit peu, est-ce qu'il y avait des fumoirs en forme de tipi à Odanak? En forme de tipi, non. La seule Non? chose, le seul fumoir en forme de tipi, c'était si quelqu'un voulait tanner sa peau d'orignal. Ah, OK. Parce que tu fais une forme comme un tipi, puis ta peau qui a été préalablement grattée, séchée, tu vas, comment je pourrais dire ça, briller ton tipi avec ça, tu vas recouvrir ton tipi avec ça, puis tu vas mettre de la braise dans un chaudron ou dans terre avec de la pierre, puis tu vas mettre de la racine pas de la racine, de la souche d'arbre pourri. Mais il faut que tu t'assures qu'il n'y ait jamais de la flamme parce que ta peau que tu as grattée pendant une semaine, ben, tu viens de la perdre. Donc, c'est le seul genre de fumoir que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune. Puis, c'était peut-être une personne, deux personnes qui pratiquaient ça. Mais, comme je disais, ça fait tellement longtemps qu'on ne vit plus en forêt que c'est plus quoi comme si, mettons, on irait dans une communauté du Nord. OK. C'est une autre question? Avec quoi qu'ils fabriquaient les rames, les pagaies? Ah, c'était fait en bouleau ou c'était fait je pourrais ça en érable. C'était un des deux qui pouvait se servir. Puis c'était de quoi de. euh, Moi, j'en ai fabriqué, j'ai essayé, je me suis essayé une couple de fois d'en fabriquer, puis sans avoir de banc de scie pour être capable de tailler dans le sens du bois, moi, je les avais faites en bouleau. Parce que c'est relativement facile, mais c'est de trouver un arbre ou un érable qui est droit pour être capable de le fendre droit. Puis une petite astuce par rapport, si on parle de l'érable, ben, si on se trouve un érable qui a environ, je ne sais pas moi, 6 pouces, pardon, 6 à 8 pouces de diamètre, la première étape, c'est vous taillez à la base de l'arbre l'écorce un petit bout. Puis là, vous tirez vers le haut. Puis si l'écorce, ça s'en va tout droit, quand vous allez couper l'arbre, vous allez fendre, votre arbre va fendre droit. Si vous tirez sur l'écorce, puis l'écorce, ça part de travers, comme on dit, votre arbre va fendre de la même manière. Donc, c'est un truc que j'ai appris avec les aînés quand on travaillait, faisait des frêmes pour les paniers ou pour les petits canaux. Là. Puis je dis, ben non, ça se peut pas. Je ne sais pas avec qui, je parlais de ça avec Charles. Hein. Non, non, je te le promets, je te jure. Il dit, ah ouais, tire dessus, puis là, je tire, ça tassait juste une petite affaire. Puis il dit, OK, à cette heure, coupe l'arbre, puis essaye-les. Puis l'arbre, il fendait de la même manière que l'écorce était partie. C'est sûr qu'on ne fait pas exprès, là, mais si tu laisses l'écorce décrocher à sa manière, comme on dit, ben, ça va fendre droit. Donc, un coup que c'est fendu, après ça, bon, on travaille avec la technologie, mes amis. Ça fait longtemps qu'on goûte à ça, là, depuis les premiers contacts avec des Européens. Donc, après ça, on travaille sur on appelle ça un cheval. Ça se passe à l'aide d'un cheval. C'est comme tu as une plateforme avec 4 pattes, puis tu as comme un genre de bec de canard, un bec qui arrive par en avant que tu pousses. Ça fait penser un peu comme, comment je pourrais dire ça, dans les parcs pour les enfants que tu peux te promener, puis tu as 2 pieds accrochés, puis tu tiens après les poignets. Là. Ça ressemble un peu à ça. Mais cet outil-là sert à mettez votre morceau de bois où vous êtes assis, puis ce morceau-là vient à côté dessus comme une serre, quasiment comme un étau. Mais ce que ça vous permet, c'est de travailler sur votre rame en longueur. Donc, vous avancez votre morceau au fur et à mesure que vous avez égalisé ça, bien, vous continuez, mais on travaille ça avec ce qu'on appelle communément une plaine. Je ne sais pas si vous appelez ça de la même manière dans votre bout. C'est seulement une lame avec 2 poignées. Mais ça travaille bien avec ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que, ben, premièrement, ça te surprendrait, c'est rare que tu vas te couper avec ça. Mais au lieu de travailler avec un banc de scie, parce que le banc de scie, lui,
Si tu mets ton morceau de bois sur le banc de scie puis qu'il coupe le grain, ta rame va casser, ton aviron va casser. Donc, avec la plaine, ben, c'est plus facile à contrôler. Puis, c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun parce que tu te pratiques pour t'en aller le plus droit possible. Puis, après un certain temps, ça se maîtrise relativement bien de travailler de même. Puis, tu es assis dehors, tu peux être sous un arbre. Puis, ça te rappelle comment tes ancêtres ou tes parents, tes grands-parents fabriquaient les choses. Parce que ce genre de chevalet-là, au lieu de dire de cheval, comme on dit, ben, que ce soit les Européens autant que les Abénaquis, on se servait de la même affaire. Les Abénaquis, à l'époque, c'était différent. Ils mettaient ça dans ce que j'ai vu, c'est qu'ils servaient d'un arbre qui était encore enraciné. Ils coupaient le haut, puis ils plaçaient le morceau de bois comment je pourrais ça, ils fendaient le haut, ils attachaient, puis ils rentraient comme en serre dedans pour être capable de le travailler. Mais avec ce genre de chevalet-là, c'est pas mal plus facile. Puis en plus, si on retourne encore plus en arrière, tout ça, tu as fait au couteau croche. Ça veut dire qu'un couteau croche, ce n'est pas évident. Tu sais, on ne manipule pas ça comme on veut. Puis, il faut toujours s'assurer que ton couteau coupe très bien, puis de s'assurer de ne pas se blesser avec. C'est la raison pour ça que j'avais demandé à Tophil, justement, j'ai dit, pourrais-tu me montrer comment faire un couteau croche, fabriquer ça? Il dit, tu sais, mon petit gars, il dit, le meilleur acier, là, il dit, essaye tout de trouver des vieux couteaux de cuisine Sheffield qui avaient un manche en os, en ivoire. Puis l'acier Sheffield, quand on y pense, c'est la même acier qui servent pour faire les sabres puis l'escrime. Là. Ah oui. Ça vient d'Angleterre, puis c'est un acier trempé là, que tu peux plier. Donc, il dit, casse-toi pas la tête à prendre une lime, parce que l'autre technique, c'est ça. L'autre technique, c'est que tu prends une lime, tu as fait chauffer à blanc, puis tu limes, ça a l'air bizarre, tu limes la lime pour enlever comment je pourrais dire ça, le rugueux dessus, les lignes. Puis un coup que tu as fait ta forme, tu le rechauffes encore, puis là, tu travailles sur une enclume pour être capable de plier le bout. Puis là, tu le retrempes encore, tu le chauffes, mais là, tu le trempes dans l'huile, la vieille huile d'auto, pour être capable de retremper le métal. Tandis qu'avec la lame Sheffield, c'est que tu as fait chauffer, tu as plié, tu as trempé dans l'huile, puis tu as fait chauffer, tu as retrempé dans l'huile une couple de fois, puis là, c'est terminé, puis là, tu as de faire un manche qui a de l'allure, puis tu as fait les exercices, c'est le fun parce que c'est pas pesant, ça plie, tu peux te permettre de plier le bout pas mal plus facilement. Avec la lime, ça ne se plie pas. Tu ne pourras pas faire une pointe aussi facilement qu'avec un couteau Sheffield. Donc, vous voyez que, puis ce que je vous compte là, vous avez peut-être eu la chance de voir vos grands-parents fabriquer des couteaux croches. Le monde il était pratique, puis moi, je les admire parce que tu n'étais pas obligé de n'avais pas d'argent pour acheter ça. Hein? Puis deux, c'était pas mal plus pratique d'être capable de recycler des matériaux comme donc, c'est ça. Pour faire les avirons, c'était surtout ça. Puis, nous autres, étant donné qu'il y a du monde qui fabriquait des paniers, il y avait de la teinture, pas nécessairement végétale, c'était de la teinture chimique. Si votre famille fabriquait des canaux des paniers qui avaient du vert puis du bleu, vous vous arrangez pour peinturer votre aviron vert et bleu. Donc, si vous le perdez, il savait que c'était l'aviron à un tel, parce que c'est les couleurs que la famille utilisait dans la fabrication du panier en freine. Mais même le panier en freine, ça, à un moment donné, on pourrait en reparler. Là, on retourne vraiment là, à l'époque des premiers contacts avec les Européens. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, je vais vous parler de Jean-Claude, mon voisin d'en face. Jean-Claude Nollet a guidé dans le parc de Mauricie. Mais ce qui est le fun avec Jean-Claude, c'est, premièrement, c'est celui qui a bien apprécié lui aussi son aventure, son temps qu'il a passé dans le bois. Mais Jean-Claude, c'est une personne qui est de petite taille. Il mesure peut-être 5 pieds 2.
Puis là, même dans sa jeunesse, je pense qu'il devait peser à peu près comme 130. Là. Puis là, il en pèse encore moins. Mais je le regarde, puis je me dis, comment Jean-Claude a pu embarquer un 16 pieds avec le pacton, puis tout le bagage, puis faire du portage sur 3-4 lacs pour se rendre à la pêche. Mais au fil des années, tu t'aperçois qu'il y a une technique. Mais Jean-Claude, lui, pour vous de conter une anecdote, tous les guides Abénaquis qui ont travaillé comme guides, c'était comme, OK, ils se rendaient au camp, un coup qu'ils avaient fini leur journée, ils retournaient au camp, puis ils vivaient dans des camps en bois rond. Mais c'était des joueurs de tour, mes amis. Puis ça veut dire que le petit nouveau qui arrivait qui guidait, ben, il devait passer des mauvais quarts d'heure à sa première saison parce que, une anecdote entre autres, Tophile savait que, sans nommer la personne, le gars il avait peur des eaux, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il était rendu à telle place, à tel camp, puis il dit OK, ils s'en vont se coucher le soir. Puis Théophile avait entendu parler qu'il y avait quelqu'un dans le camp voisin qui avait tué un ours, puis la peau était étendue pour la sécher. Puis tout. Ben, Théophile, imaginez-vous donc, pendant la nuit, il est allé chercher la peau de l'ours. Il se l'est mis sur le dos, puis là, il grattait à sa porte en avant pendant la nuit, le camp où le gars dormait. Puis là, lui, les gars en dedans, ils savaient, à part que le petit nouveau. Puis là, ils ont dit, hey, je ne sais pas, moi, Jacques, ouais, que non, 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 je ne veux pas aller. Ah ouais, vas-y. Puis là, ben, il faisait semblant, comme il grognait, ben, il poussait les affaires, il y avait des cannes, donnait des coups de pied sur les cannes, puis là, il disait, non, non, ça doit être un autre, ça n'a pas de sens. Puis, en noirceur, ben là, c'est comme, là, tu cherches tes allumettes pour allumer une chandelle ou ta lampe à l'huile parce que tu es dans le bois, tu n'allumes pas la switch, la lumière du plafond. Donc, le gars était vraiment, là, il avait peur, puis les autres, ils se retenaient pas rire parce que. Puis, les vieux aimaient ça en mettre. Ça veut dire qu'ils en mettaient plus qu'il faut. Donc, la personne s'est levée, puis il dit, ah ouais, va voir, vas-y, ouvrez la porte, va voir ce que c'est peut-être juste une moufette. En tout cas, ils l'ont convaincu, mais Tophile, quand il a ouvert la porte, il n'a pas remarqué que c'était Tophile dans le noir, il a juste vu une peau d'ours. Là, il était sûr que c'était un ours. Il a rentré dans le camp, puis là, en tout cas, les gars, s'il aurait été capable de passer à travers du mur, le bord, il a eu assez peur, puis là, Tophile est parti à rire, naturellement. Puis là, les gars, ils disaient ça, ils disaient, OK, tu as passé ton initiation, mais là, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas prendre une autre fois. Parce que là, on ne t'a pas parlé de la légende de qu'est-ce qui se passe quand on est dans le bois pendant longtemps. Donc, maintenant, je passe à la période de la légende, comme on a fait l'autre fois. Il y a très, très longtemps, les Abénaquis étaient, j'imagine, tu vois, dans le parc de Mauricie, le parc des Laurentides. En tout cas, ils étaient en forêt. Puis, on a tous vu des reportages de ceux qui travaillaient à la drague ou qui vivaient dans le bois. Soit qu'il fallait qu'ils prennent le train pour se rendre à ces endroits-là. Donc, ils étaient très, très, très loin de la communauté, puis ils s'ennuyaient parce qu'ils étaient là pendant des mois, des mois. Donc, les membres de la communauté, les gars étaient à la chasse, puis à la pêche, puis ils vivaient dans un camp comme la majorité des bûcherons, il y avait des camps en bois rond, mais ce n'était pas nécessairement dans un parc national, mais c'était plus comme un camp privé. Donc, on va prendre Tophile comme personnage qui compte l'histoire. Tophile, il compte au gars, il dit, écoutez, il dit, on a des canaux, mais vous voyez aujourd'hui, quand on descend chez nous, il y a le télégraphe, puis il y a le post office, il y a le bureau de poste. Ceux qui sont riches, ils vont avoir un téléphone. Puis là, les gars, ils ont dit, mais pourquoi tu nous parles de ça? Bien, ils ont dit, écoutez, ici, là, est-ce que vous vous ennuyez de votre famille, votre femme, vos enfants, puis tout? Ils ont dit, ben oui. Mais on peut-tu leur envoyer un télégraphe? Ils ont dit, ben non, on ne peut pas. OK. On a-tu un téléphone? Ben là, si on descendrait à tel village, pas loin en dehors du parc, peut-être qu'on serait capable d'appeler. Mais là, le gars, il dit, je ne peux pas appeler chez nous, on n'a pas le téléphone. Ben, là, Théo, il dit, ben, il y a une manière. Il dit, nous autres, on parlait de ce qu'il appelle les Medolinos. C'était quelqu'un qui était comme, bon, on va prendre le terme du temps, quelqu'un qui est sorcier, qui a des pouvoirs quelconques.
Mais il dit là, les amis, si vous voulez qu'on descende au village, ben là, puis là, vous allez sûrement faire le lien, mais ça m'a surpris l'autre fois parce que quand j'ai trouvé les écrits, c'est que ça correspondait. Donc, il dit, OK, si vous voulez aller voir vos parents, venez avec moi dehors, on embarque dans le canot. Ben là, il dit, voyons, le canot est à terre. OK. Non, 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 il dit, c'est en pleine lune, on embarque dans le canot, puis on va être capable d'aller voir nos femmes et nos enfants. Puis là, les gars, ils ont dit, ben non, ça n'a pas de sens. Parce que si tu es en train de nous en compter une bonne. Je vous le dis. Il disait que, justement, le Medolino, puis il dit, moi, j'en suis pas un, mais je vous explique, on va le mimer pour voir ce que c'est. Parce que, comme on dit, tu es dans le bois, même tu as le temps de faire plein d'affaires quand tu ne travailles pas ou quand tu n'es pas à la chasse ou à la pêche, à la trappe. Donc, il dit, le Medolino, il s'assoyait en avant, puis il dit au gars, ben OK, chantez la même chanson que moi, puis à un moment donné, le canot va décoller, on va être capable de s'en aller chez nous. Mais quand un coup arrivé près du village, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas comment je peux dire ça, réveiller vos familles parce qu'on ne pourra pas revenir anyway. Donc, vous voyez, ça fait penser un peu à la chasse, l'histoire de la chasse-galerie, quand les gars ils disaient on rame, puis le diable va nous amener à notre domicile, etc., etc. Vous voyez, c'est des points qui sont semblables. Puis, les vieux disaient ça, ben souvent, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Des fois, on va avoir des pressentiments, on va avoir différentes choses. Donc, c'est la légende qui était rattachée au club. Puis, quel autre que je pourrais... Avez-vous des questions? Non, c'est tellement intéressant. Là, on écoutait, bon, il n'y a pas de questions. Là, Moi aussi, c'est la même chose, Régent. C'est très intéressant. Fait que je n'ai pas de questions. OK. Par rapport aux rames, est-ce qu'il induisait les rames avec quelque chose? Ben, comme je disais tantôt, ils pouvaient les teindre avec de la teinture chimique, mais auparavant, merci pour la question, avant de se servir de la teinture industrielle, que je devrais dire, ou chimique, pour teindre les paniers, on faisait tremper de l'aunage. Je ne sais pas quel autre nom qu'on peut attribuer à cet arbre-là. Là. C'est un arbre qui est brunâtre, puis ça donne une couleur rosse, comme rouille. Les rames étaient enduits de tout ça. Puis, au besoin, si tu voulais, ben, tu pouvais mettre de la graisse douce, comme quand tu vas graisser tes mocassins pour l'étancher. Mais c'est une question de goût. C'était pas de quoi qui était coulé dans le ciment, là, qu'on se devait de. Puis, les outils ou les objets qu'on se servait, on s'en servait tout le temps. Donc, ça n'avait pas vraiment le temps de. Comment je pourrais dire ça? On les utilisait au maximum. Puis en plus, tes rames, ben, tu ne les laisses pas traîner en dessous de 4 pieds de neige. Tu as un paquet de facteurs que, tu sais, il faut que tu en prennes soin pareil. L'outil que tu utilisais là, pour râper les manches de rame, on n'appellera pas ça une vastringue? Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est la première fois qu'il faut que je fasse une recherche. Ça a 2 manches là, puis une lame. OK, ce que j'appelais une plaine. OK. C'est le même que vous appelez ça, une bastringue? Et moi, il m'a semblé que j'ai vu ça dans les premiers temps que j'étais menuisier. Là, il y en a qui en avaient. OK. Ils faisaient des manches de hache, de marteau avec ça. Puis OK, puis ils appelaient ça une bastringue. une vastringue V. Ah, une vastringue, OK. Comme ça, excuse-moi, comme même pas une varlope, mais c'est dans le même. OK, Ouais, puis nous autres, là, avec ça, là. Oui, c'est ça. oui, nous autres, on appelait ça une plaine. Dans le fond, c'était pas. Ah, ça Tu t'en sers pour justement pour planer, ça finit une plaine. C'est drôle comment que. le terme était bon. C'est la même chose. Ouais, mais ça travaille tellement bien, là. Ah, oui, oui, oui. Puis c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas dangereux pour s'en servir parce que si tu tiens bien les manchons, tu n'as pas de danger de te couper avec.
J'ai une question, Régent. Oui, Les canaux, justement, là, les canaux d'écorce, comment vous faisiez pour les remiser l'hiver? Parce que c'était gelé, fait que probablement que les canaux étaient remisés d'une façon particulière pour les protéger, justement, vu qu'ils étaient en écorce, tout ça. Est-ce que tu hein, as... souvent, comme pour les canaux de toile, puis on devrait faire ça aujourd'hui, même pour les canaux en toile, en fibre de verre, c'est qu'il y avait comme un genre de petit abri. Puis dans le temps, ben, ce qu'ils appellent un linteau, c'est bizarre parce qu'un linteau, c'est lean to. On a emprunté ça des Anglais. Là. C'est que tu fais comme juste comme un abri, puis là, tu as, comme des chevalets, en fin de compte, pour pas que ton canot touche à terre. Puis là, tu le places comme il faut là-dessus, mais au moins que tu as un abri pour pas que la neige elle s'empile à la longue sur le dessus de ton canot, puis tu le mets assez haut pour pas non plus que si c'est dans le bois, que les ours ou d'autres animaux vont essayer de le faire descendre, parce que si c'est proche du camp, ben possiblement, tu vas avoir de la nourriture sur l'ours, lui, qui va sentir, puis il peut sentir ta bouffe de loin, là. Mais il va peut-être essayer de décrocher ton canot pour essayer de voir s'il n'y a pas de quoi d'en haut, caché au-dessus. Donc, tu le places toujours plus haut, parce que des fois, dans le bois, puis tu sais, tu peux avoir 4-5 pieds d'épais de neige, là, ça dépend où ce que tu es. Donc, si tu le gardes à une hauteur qui est respectable, là, tu es sûr que le. Mais le canot, je trouve ta question très pertinente parce que non seulement il faut que tu l'entreposes à un endroit pour pas qu'il se brise, mais ton canot, il faut que tu le trempes dans l'eau de temps en temps pour pas que ton écorce sèche. Parce que là, ça va craquer et ça va casser naturellement. Donc, tu gardes toujours un peu d'humidité dedans. C'est pour ça, souvent, il arrivait, il prenait le canot d'écorce, puis il le calait volontairement sur le bord pour qu'il vienne plein d'eau. Puis après ça, tu l'enlèves, puis là, tu le places pour qu'il sèche de même. Mais dans le fond, tu gardes toujours un peu d'humidité pour prendre soin de l'écorce, parce qu'autrement, ça va casser. Mais vu qu'on parle d'écorce de bouleau, je ne sais pas si vous saviez ça, quand on a un contenant en écorce de bouleau, attendez, je vais essayer de trouver un exemple. Vous voyez, ici, j'ai un petit panier en écorce de bouleau. Okay. Un petit panier en écorce de bouleau, si je le remplis d'eau, je fais bouillir l'eau dedans, au-dessus d'un feu. Parce que l'écorce, la flamme, elle touche à l'écorce de même. Si la flamme va de même puis qu'elle pénètre entre les couches successives d'écorce, là, ça va brûler. Mais de même, il va noircir, c'est sûr que. Puis tu mouilles ton panier avant. Là, je ne peux pas parce qu'il y a des choses dedans. Ça veut dire que tu mouilles ton écorce, puis tu peux même faire bouillir de l'eau au-dessus d'un feu. Je l'ai essayé une couple de fois, mais c'est juste que je n'avais pas une écorce. J'aurais aimé ça. Je ne voulais pas maganer ce que j'avais déjà. Mais l'entretien du canot d'écorce, dans le fond, c'est que tu t'assures que tes coutures, puis parce qu'un coup que ta couture est faite en racine d'épinette, ben, tu mets de la graisse d'ours avec de la gomme de sapin, de la gomme d'épinette qui va faire ton pitch, en fin de compte, là, qui va comment je pourrais dire ça, étancher les coutures de ton canot. Mais ça, il faut que tu vérifies tout le temps parce que ça sèche puis ça casse. Parce que c'est quasiment quand. Moi, je trouve que ça ressemble un peu comme de l'arc-en-son pour un violon. Ça vient glacer puis ça casse. Donc, il faut que tu patches. Puis, c'est drôle, il y a l'exemple d'Adrien Panadi des années milieu 80. À un moment donné, le conseil de bande ont acheté un des canaux de César Awashish qui venait de Manawan. Mais c'était un Rabasca fait par César Awashish. Je ne sais pas dans quelles circonstances qu'on a réussi à avoir ça. Aujourd'hui, ça aurait fait l'objet d'une exposition qui aurait pris une place, qui aurait dû prendre une place de choix au musée parce que un canot Rabasca fait par. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas comment ça pourrait coûter de faire fabriquer ça, là, mais ça devait être dispendieux. Puis les pinces en avant, je ne vous mens pas, là, ça avait 4 pieds de haut. C'était immense comme canot. Puis, je ne sais pas dans quelles circonstances, le conseil a réussi à en avoir un. Puis,
ils n'ont pas écouté les directives que je mentionnais tantôt. Ils l'ont mis assis à terre, puis là, le canot a tordu. Ah. C'est comme, voyons, pourquoi que le monde ne respecte pas ça? Puis, à un moment donné, ils s'en ont servi pour une photo, puis Adrien, ben, c'est lui qui fabriquait des canots avec son père. Puis c'était juste le bout du canot, c'était juste faire une démonstration de le mettre à l'eau un petit peu, mais étant donné qu'il n'en avait pas pris soin, il dit on va le mettre à l'eau où ce qui est droite, puis on ne s'occupera pas de l'autre bout pour pas qu'on le voie à la caméra. Puis, c'est drôle parce qu'il a été chercher du caltar. J'en revenais pas. J'ai dit, voyons, Adrien, ben, je n'avais pas le temps d'aller chercher de la gomme d'épinette, puis de sapin, puis de la graisse d'eau, je n'ai pas ça. Donc, j'ai pris ce qui était à portée de la main, j'ai me chercher du caltar, puis j'ai patché la fuite d'eau sur le canot. De toute façon, il dit, regarde, il dit, la gomme de sapin, elle vient noire après un certain temps. Il dit, ils verront pas la différence, c'est de loin. Mais ça a été la dernière fois, Michel, qu'on a eu un rabasco en Écosse de boulot à Odanak qui avait été fait par César Awashish. En tout cas, quelqu'un de la Manawan. C'est quelque chose qui... puis c'est plate parce qu'aujourd'hui, il s'est défait. Puis je ne sais pas ce qu'ils ont fait du restant du canot. En tout cas, c'est plate. C'est là qu'on voit que l'industrialisation, puis le monde, il pense pas que c'est important de faire un retour aux sources, comme de moi de partager avec vous autres de ça, parce que on apprend de part et d'autre, puis de voir que même dans ma propre communauté, souvent le monde va prendre pour acquis qu'ils savent parce qu'ils viennent d'Odanak. Ah, moi, je viens d'Odanak, je sais ça. Puis là, tu lui poses des questions, tu vas dire, mais comment se fait, tu ne sais pas ça? Je ne sais pas. Ben oui, il y a quelqu'un qui sait, pourquoi tu n'as pas été le voir? Ben là, je n'ai pas d'affaire à aller voir cette personne-là. Mes parents n'en parlaient pas de ça. C'est comme, parce que je ne le sais pas, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes? Ils ne s'intéressent peut-être pas de ça au moment précis où on se parle, mais dans 15 ans, 20 ans, leurs enfants vont leur demander justement un canot d'Écosse. Là. Ah, ben, faut-il utiliser Atikamekw? Moi, je ne pense pas que les Abénaquis, on en faisait. C'est comme les raquettes. On en faisait des raquettes. J'en ai des raquettes qui ont été faites à Odanak en 1880 que j'ai hérité d'une arrière-cousine à mon père. Moi, mon arrière-cousine. Mais la raquette, mes amis, là, pas le fil, la babiche est taillée de la grosseur d'un spaghetti, quasiment comme du vermicelle. C'est fin, 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 fin. Mais avec ça, mes amis, là, vous marchez sur le dessus de la neige, Michel. C'est pas comme les raquettes commerciales aujourd'hui qui a des trous ça de gros dans les mailles. Puis là, tu pelletes. Tu vas pelleter ta traîne. C'est comme... c'était une aventure. Là. Tu te dis, on fait de la raquette, tu as fait 50 pieds, puis tu as chaud, tu es tout trempé en navette parce que tu as travaillé fort, mais les vieilles raquettes de même, quand je les ai vues, de la fabrication, taillées fin, fin, puis c'est pour ça que le monde s'appliquait à faire du beau travail, parce qu'il savait qu'il voulait que ça dure. Mais ces raquettes-là, mes amis, là, 1880, ils ont 130 quelques années. Là. Puis je les ai encore avec moi. Puis ils mettaient des pompons de laine, ils coupaient la laine pour faire comme des pompons, pour être capable de remarquer à qui ça appartenait, cette raquette-là. Si je savais que la famille à Michel, c'était jouer son T-shirt orange, tu mets de l'orange après du rouge après ta raquette, bon, on sait que Michel il a perdu ces raquettes-là, on va les prendre, on va y amener. Ou si Michel a planté ses raquettes d'entraide, puis qu'il n'est pas sorti, puis le soleil se couche, bien, on va partir pour aller voir, il est peut-être mal pris. Tu sais, c'était tous des trucs que le monde se servait dans le temps pour être capable d'arriver à leur fin, puis d'être capable d'identifier. Puis, c'est là parce que la raquette, la paire de raquettes que j'ai, ils ont encore de la mèche de la mèche de lampe à l'huile pour être capable d'attacher la raquette après ton pied. Si tu n'as pas un harnais en métal, en cuir, parce qu'après les selles en cuir, tu as les boucles sont en métal. Donc, quand ça gèle, essaye d'enlever ça, tu n'es pas capable. Si le pied te glisse de travers, tu es pris. Vas-y, M. gars, tes raquettes pris dans la neige, tu es sur le ventre, tu n'es pas capable de te lever pour les enlever. Tandis que, j'exagère, là, mais ça peut arriver, quelqu'un qui ne sait pas comment aller en raquette, ben, tu peux te planter aussi. Donc, comment je pourrais dire ça? En mèche de lampe, ben,
ça reste toujours flexible pareil. Il s'agit que ça n'ait pas trop d'eau après parce que ça va geler. Mais ils sont encore dessus. Donc, une autre preuve que la mèche de l'âne des années 1880 sont bons parce qu'elle ne se défait pas, elle ne se détériore pas. Donc, ils devaient la graisser avec de la graisse douce ou de la graisse de vison. Bien souvent, le monde, on ne pense pas à ça quand on était plus petit. Tu sais, tu graisses tes mocassins, tu graisses ceux qui ont fait de la raquette. Ils vont graisser leurs mocassins. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus confortable que de marcher sans neige avec des mocassins? Aujourd'hui, ils mettent une semelle en caoutchouc, puis les pieds de gel. C'est pas plus avancé, là. Ça dépend de la région. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez parler aujourd'hui. Est-ce qu'ils fabriquaient aussi des skis? Possiblement, oui, parce que ça fait longtemps qu'avec les contacts qu'on a eus avec. N'oubliez pas qu'on a eu des contacts avec les Norvégiens. Il y avait du monde, ceux qui venaient à la pêche sur le bord de l'Atlantique. On parle des Vikings, on parle des Norvégiens, on parle du monde du nord d'Europe. Oui, il y avait des skis. Bien souvent, le monde, Mme Lompré, c'est que, OK, on retourne en arrière 70 ans, 80 ans. Autant chez nous que chez nous, personne n'avait d'argent. Si tu en avais, tu ne gaspillais pas. Puis quand tu as la fête à grosserie, puis tu dépensais 5 piastres, tu avais du stock en joueur vert pour 5 piastres. Donc, les skis, tu n'avais pas les moyens d'en acheter. Donc, votre mari, un exemple, sort comment vous appelez ça tantôt, M. Lompré? Vassaigne. Une vassaine. Vassaine. OK, bien, tu t'en vas tailler 2 boulots ou un boulot que tu fais en 2, tu sors ta vastreine, puis tu travailles sur tes skis, tu plies le bout, puis après ça, mais tu graisses ça avec, on va prendre l'exemple, tu peux prendre la graisse douce, tu peux prendre du lard aussi. Puis tu vas graisser tes skis comme il faut, puis tu vas être capable de te rendre à destination parce que c'est comme les raquettes. Tu sais, nos ancêtres de part et d'autre, il y avait tellement de dextérité que même ils faisaient comment je pourrais dire ça, ils étaient capables de tout fabriquer de leurs mains. Premièrement, ceux qui n'étaient pas capables de. Comment on dit ça? Ceux qui étaient capables de se débrouiller, ben, ils crevaient. Ils n'étaient pas capables de survivre dans cette température-là et ce climat-là. Donc, on a appris à faire plein de choses avec rien quand on y pense. Là. Puis, mais c'est des affaires qu'on a essayées quand on était petit. C'est comme faire justement, l'exemple avec Jean-Claude, on va terminer là-dessus. Jean-Claude, c'était quelqu'un qui aimait sculpter. Mais lui, quand il travaillait, il guidait, imaginez-vous, les fèves au leurre Clark. Vous avez sûrement vu ça dans l'épicerie. Mais lui, il guidait M. et Mme Clark dans le parc de la Mauricie. Donc, il dit, M. Clark, lui, il aimait aller à la pêche. Mme Clark, elle aimait ça, aller au club, mais elle, Jean-Claude, il dit, on l'amenait à tel lac. Elle dit, petit gars, allez vous promener, moi, j'ai plus besoin de vous autres. Bien, on est payé pour, pas grave. Faites ce que vous voulez de la journée. Puis elle, c'était quelqu'un qui aimait à peindre des scènes dans le bois, les lacs, etc. Donc, il s'installait à une place. Puis eux autres, lui, puis Thomas Nollet, un de ses cousins, il disait, ben, Thomas, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, il se promenait dans le bois. Puis lui, son plaisir avec Thomas, c'est d'aller enlever les nœuds après les arbres pour en faire des tasses, ce qu'il appelait des copes avec le nœud d'arbre. Je t'assure qu'il n'y ait pas de trou dedans, naturellement. Puis il dit, à nos grandes journées, il dit, quand on venait du club, on pouvait les vendre quand on arrivait à Shawinigan ou à Saint-Angèle parce qu'ils prenaient le train ou ils s'en venaient en taxi de Shawinigan à Trois-Rivières. Là, ils prenaient le traversier à Trois-Rivières, Saint-Angèle. Mais ça arrivait qu'ils rencontraient du monde, puis là, ils vendaient des copes qu'ils avaient travaillé. Il y avait eu le temps d'en fabriquer du mois de mai, fin avril, début mai, aller jusqu'au mois d'octobre. Donc, ils revenaient peut-être avec une grosse poche pleine de copes. Puis, ils s'amusaient à peindre des scènes d'un lac, un orignal, une perte de riz. Puis, il y avait le chalet Vernet, mais ces copes-là, on en voit dans les collections. Puis les antiquaires sont friands de ça. Donc,
Puis Jean-Claude, son œuvre la plus grosse que j'ai vue, il l'a chez eux. Il y a un nœud d'arbre là, qui a à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds de diamètre. Puis j'ai juste pris la moitié de ce qu'il y avait sur l'arbre. Puis c'est à peu près de 6 à 8 pouces de creux. Puis il a fait Adrien, il a peinturé une scène, un orignal sur le bord d'un lac à l'intérieur. Mais mes amis, il a fait ça, Jean-Claude, de 78. Tu sais, cette cope-là, c'est-à-dire cette pièce-là, il a peut-être 60 ans, 65 ans qu'il a fait ça. Il l'a encore dans son salon, puis je peux vous dire que des fois, j'entends se dire, ben, si tu ne sais pas à qui le donner, mais quand tu vas partir, ben, tu me l'enverras, parce que je vais la conserver, moi, ta cope. Mais ça donne des idées, même pour chacun de vous autres, si vous allez dans le bois, puis vous voyez où quelqu'un a coupé un arbre, puis qu'il y a une bonne bosse dessus, ben, vous l'enlevez le plus possible avec la scie à chaîne ou avec une sciette ou qu'importe, pas capable de l'enlever. Puis, vous prenez un ciseau à bois, puis vous le creusez pour faire un. En tout cas, ça vous tient occupé pendant un petit bout, là, pour être capable de travailler. Puis après ça, ben, vous pouvez vous en servir pour une décoration. Puis de se rappeler qu'on ne pouvait pas faire de poterie. Ah, Voyez-vous le restreindre? Non, je ne peux pas. L'image est blanche. Ah, OK, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une plainte. Oui, bien, c'est le vrai terme, c'est le vôtre. L'autre est un petit peu raccourci. C'est comme un couteau de rabot. Vastringue, là. Nous autres, on appelait ça une vastringue, là. Mais le vrai nom, j'ai marqué pleine. On le trouve sur Internet. OK. Moi, je pensais que c'était un mot qu'on non, avait inventé. Non, c'est le vrai terme que vous aviez. Non, c'était le vrai terme. Ah, ben, c'est le modèle. Ça veut dire que là, la prochaine fois, si j'ai une chance d'aller vous rencontrer, là, faire j'amène un paquet d'outils. Ça veut dire qu'on va faire des canaux, on va faire des rames. Je crois qu'il y a l'autre chose qu'on a parlé au fil de nos comptes. Là, des raquettes. Des raquettes. Des skis. Des skis. Oh, c'est bien de faire des tambours pendant qu'on est là. Puis, on peut sculpter des calumets. Vous avez de la pierre dans votre bout, là. Dans le canton de l'Est, mais surtout à la mine de Saint-Pierre-de-Brétine, qui a de la pierre à savon, il y en a là. Donc, vous voyez, c'est toutes des activités qui n'a pas ou qui ne connaît pas du monde, qui a des restants de bois qu'on pourrait se servir pour faire de quoi. Qui ne peut pas avoir. Hier, justement, je parlais avec Richard. Puis la semaine prochaine, on va construire une loge ici. Puis je cherchais du cèdre pour mettre comme plancher dans le fond parce qu'il ne m'a pas de la branche d'épinette. On n'a pas d'épinette. Donc, Richard Bousquet, puis il dit, ben oui, tu m'en as amené la semaine prochaine. Donc, on va avoir un beau plancher, à peu près 6 pouces d'épais de la feuille de cèdre pour mettre dans le. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est de la feuille de cèdre ou. Je ne sais pas comment on appelle. Bien sûr, on va dire des branches, là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a toujours des échanges. Puis l'autre chose aussi, ben, comme je disais tantôt, on est à Sherbrooke demain. Donc, on va voir à ça si on peut se libérer pour lundi. En tout cas, si. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie beaucoup. C'est toujours beaucoup de plaisir. J'aurais une dernière, oui. Jean, qui me chicote depuis que tu as commencé ton histoire de guide. Est-ce qu'il y a une entente avec le gouvernement, probablement provincial ou fédéral, pour qu'il y ait un territoire qui appartient au gouvernement serve à la nation Abénaki pour continuer ses traditions? Il faudra poser la question avec les élus. OK, toi, tu ne le sais pas. Non, puis j'ai pas. Ben, on avait un territoire à Crespiel en Haute-Mauricie qui était un gros territoire qui a été vendu, malheureusement. Mais à part ça, il y a eu l'entente à l'amiable là, qu'on. Comment je pourrais dire ça? On m'a abstenu de tous les commentaires, là, mais un territoire de chasse qu'il faut que tu demandes la permission au gars si tu peux passer sur le terrain. Ça, je trouve ça bizarre. Là. Je n'appelle pas ça des droits exclusifs, mais si c'est la même affaire pour pratiquer des choses traditionnelles, ce serait de quoi qui serait super, qui serait important parce que c'est ça qui est l'essence de la culture. Puis, j'imagine,
suite à ta question, qu'on se ramasse toute la gang dans un territoire quelconque. On a bâti des camps en bois rond, on pratique les choses de nos ancêtres. Mais c'est la meilleure place pour pratiquer notre langue. Parce que dans le bois, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour traduire un téléphone cellulaire, puis un ordinateur, puis il y a une télévision. Puis... Parce que je sais que c'est les. J'ai parlé de ça à un moment donné avec des Inuits de Mingan, de Tashwan, puis ils disaient ça. Il dit pour les jeunes, pour les aider de ceux qui ont à sortir d'un fléau quelconque, bien, ils dit, on les amène dans le bois pendant 3 semaines, 1 mois. Mais ça ne se fait pas à pied. Puis là, les jeunes, ils arrivent là. Puis l'introduction à la langue, ça veut dire qu'on est tous ensemble. Tu as quelqu'un qui t'enseigne la langue. Puis si je veux parler avec Marianne, bien, il faut que je m'adresse dans la langue. Mais là, il faut que je me rappelle que c'est que Michel m'a enseigné par rapport à la langue pour qu'elle me comprenne. Autrement, si tu ne sais pas de la langue traditionnelle, bien, tu ne parles pas. Ça veut dire que faut que vraiment là, tu focuses pour bien prendre les mots parce que tu veux jaser avec tes chums. Mais là, si tu n'as pas mémorisé ce qu'il faut t'apprendre dans la langue, ben, tu n'as pas le droit de parler. Donc, c'est vraiment une mise en situation que, puis tu n'as rien de te distraire, tu es dans le bois. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que m'aller écouter un film, puis m'aller jouer des jeux vidéo, puis tu es dans le bois. Ça veut dire que je trouve que c'est une belle manière, puis en plus, tu es dans ton environnement naturel. Puis c'est là qu'on apprend pourquoi que nos ancêtres disaient Ngadope, Ngadawisme, comment je peux ça? Si on traduit littéralement, c'est nourris-moi puis abreuve-moi. En français, on va dire ouais, t'es passé pas mal, tu me dis quoi faire. C'est pas ça. C'est que c'est un besoin fondamental de l'être humain. À place de dire Michel, j'ai soif, pourrais-tu me donner de quoi à boire? Ça fait 3 jours. Tu sais, tu n'as pas besoin de donner 26 raisons. Tu as faim puis tu as soif. Tu as fini là. Donc, quand tu arrives dans la langue, puis si on retourne dans le bois, bien, tu n'as pas le temps, tu n'as pas de temps à perdre parce que des fois, ça peut être ta vie qui est en jeu. Tu peux te blesser. Il faut que tu gardes un esprit communautaire. Il faut que tu attendes que tout le monde s'est sorti du bois parce qu'il peut arriver de quoi. Tu sais? Puis, tout seul, tu ne peux pas survivre tout seul. À un moment donné, tu as besoin des autres tout le temps. C'est pour ça que le mode de vie traditionnel de nos ancêtres, que ce soit d'Europe ou d'Amérique, on a besoin d'une communauté. Quand même, ça serait 7, 8 individus. Si les 7, 8 se rencontrent, ils rient, le lendemain, ils se rencontrent et ils s'astinent, bien, au moins, tu ne t'astines pas tout seul puis tu ne ris pas tout seul. C'est une façon de parler. Là. Mais c'est ça. Ça veut dire que je suppose que vous avez d'autres questions. Puis, gênez-vous pas, comme je vous dis, là, vous pouvez m'en envoyer par courriel des questions, ça va me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour notre ami Régent? Martine, Claudette, Cécile? Non? Bien, Régent, on te remercie beaucoup. Comme d'habitude, ça fut fort intéressant. Et on va sûrement se revoir avant l'hiver. OK, excuse. Martine? Je voulais juste faire un petit commentaire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. L'autre fois, on ne m'entendait pas bien. C'est que l'autre fois, j'ai tombé sur une émission de télé à la Vidéotron, je pense à Ma TV, puis il expliquait tout comment il faisait un canot à l'époque. Je ne sais pas si vous pouvez tomber. Il expliquait toute la fabrication d'un canot à partir du tronc d'arbre. C'est compliqué à faire. Puis la couture. Puis toutes les c'est compliqué, mais comme je disais tantôt, quelqu'un qui est allé dans le bois, ou qui va dans le bois, qui sait reconnaître l'arbre, un bon boulot, l'épinette, la racine d'épinette, puis quelqu'un qui aime à travailler de ses mains, puis quelqu'un qui travaille le bois, tu sais, c'est pas impossible. C'est sûr que si quelqu'un travaille à l'ordinateur puis il travaille dans l'électricité, c'est pas le même genre de métier. Mais puis, si je ne me trompe pas, je pense, si on n'a pas un père ou on n'a pas eu un père, un oncle ou un frère ou une soeur qui aime à travailler le bois, ben, il va regarder une vidéo puis il va trouver un moyen pour être capable de fabriquer la même affaire. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sont bien visuels, il y en a qui sont manuels. Donc,
peut-être que quelqu'un qui est visuel va être capable de ramasser tout le matériel requis, puis quelqu'un qui est bien minutieux va faire une belle finition, puis il va le décorer, le canot, en accord sur le boulot. Mais c'est... Ah non, puis avec YouTube, en plus, aujourd'hui, tu tapes n'importe quoi, puis ils vont te le montrer. C'est incroyable, la technologie. Au moins, si on s'en sert pour ça et non de perdre notre temps à regarder le COVID. Là. Je pense qu'on a assez du COVID. C'était un COVID. Merci encore tout le monde. Puis on va. De la manière que ça s'en va là, on va peut-être vous voir plus tôt que prévu. On ne sait pas. Ça va peut-être, en tout cas, je ne serai pas loin de chez vous demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régent. C'était très intéressant, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Au revoir beaucoup. tout le monde. Merci d'avoir été présent. Et, je vous garantis que Régent, on va le réinviter avant la fin de l'année. Okay, merci. 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 Bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous autres aussi. Bye bye. Bye bye.